le spécialiste scientifique va plutôt être le rationnel, alors que le médecin va être l'humaniste. Il va essayer d'avoir un regard un peu complémentaire, mais pas forcément de la même façon. Alors je prends par exemple comme exemple la cigarette. Vous savez que la cigarette est un risque de cancer du poumon, bien sûr. Éventuellement, on a remarqué beaucoup plus tard également au niveau de la vessie, et puis ORL, et d'autres bien sûr. Mais vous savez que le fait de fumer, c'est un gros risque de cancer. Plus personne ne met de doute là-dessus. Pourtant, si vous prenez du tabac pendant 10 ans, et que vous regardez la population, vous allez avoir ce qu'on appelle un delta, qui va être en faveur, ce que M. Vuillard a pris tout à l'heure, l'odds ratio, qui va peut-être être de 1,04. C'est-à-dire qu'on va vous dire, oui, ben sur la population normale, on va peut-être avoir un cancer sur 500 000 au niveau du poumon. Et quand vous allez fumer, vous allez peut-être en avoir 1,04 sur le même nombre, mais en 10 ans. Et puis si vous augmentez l'exposition, vous allez risquer de voir le delta qui va augmenter. Donc pour l'instant, on n'a pas de conclusion. Pour l'instant, la médecine fait des études, et d'ailleurs je crois que M. Vuillard participe à la plus grande étude mondiale, qui est l'étude Interphone, qui regroupe 14 pays, je crois, et qui donne des résultats partiels. Alors les résultats partiels, il y a les études françaises qui montrent qu'il existe un petit taux de ratio sur les gliomes. Vous avez entendu, il y avait 3 ou 4 types de tumeurs suspectées. En tous les cas, on essaye de partir du plus proche de la peau au niveau de l'oreille, et on va vers le plus profond, et le plus proche, c'est la parotide. Donc il y a les tumeurs de la parotide, après il y a ce qu'on appelle le neurinome de l'acoustique, et puis les gliomes. Et sur le gliome, il y aurait une suspicion, peut-être 1,08 à 10 ans. Si vous vous souvenez tout à l'heure, quand on a vu les images d'IRM fonctionnelles, on voyait que la température avec les GSM était plus importante au niveau assez loin de la peau, donc plus près de ce qu'on va avoir pour les gliomes. En revanche, avec l'UMTS, on a l'impression quand même que la température augmente surtout au niveau de la peau. Donc il y a moins de risques à ce niveau-là. Mais bien entendu, ça évolue. C'est évident que les fabricants de téléphones essayent de faire des téléphones qui vont irradier de moins en moins. Enfin, c'est pas l'irradiation comme les rayons X, mais enfin que les ondes électromagnétiques avec les chiffres qu'on voyait tout à l'heure. Si vous vous souvenez, il y avait 41 et 58 en volts par mètre. Bon, il faut essayer de diminuer parce qu'au niveau européen, en septembre dernier, ils ont diminué ces normes en disant qu'elles étaient un peu trop fortes. Mais effectivement, on a tendance à voir que les gamins, ils utilisent peut-être plus leur GSM dans la main. Ils vont avoir plutôt le SMS. Ils vont moins le mettre parce que ça coûte assez cher. Donc, c'est vrai que probablement que l'évolution va dans le bon sens. Mais pour l'instant, il faut quand même avoir un principe de précaution. Et ce principe de précaution, c'est par exemple, à mon avis, mais c'est très subjectif. Je vous dis, je suis plutôt dans l'humain que dans la science pure. Je ne fais pas la science dure, je fais de la science humaine. Et je pense qu'il faut éviter que des gamins à moins de 12 ans utilisent un portable. Il vaut peut-être mieux pas trop les utiliser en voiture. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on pourra poser la question à M. Vuillard par rapport à ce que moi je pensais être une cage de Faraday dans une voiture. En tous les cas, pour un éclair, ça me protège. Pour les ondes, je ne sais pas. En tous les cas, avec une petite discussion avec M. Vuillard tout à l'heure, il m'a dit que oui, c'est pas aussi simple que ça. Quand on a une voiture, on disait que ça réfléchissait les ombres à l'intérieur, ça fait cage de Faraday, et qu'a priori, ça serait pas forcément la même chose pour les ondes électromagnétiques. Donc, il semblerait, d'après ce que dit M. Vuillard, mais pas d'après ce que je l'ai eu, qu'il y aurait moins de risques à l'utiliser en voiture que ce qu'on a dit. Moi, par principe de précaution, je préfère ne pas l'utiliser en voiture. Vous avez vu les campagnes depuis hier qui montreraient que l'utilisation, je ne parle plus des risques au niveau de la santé par les ondes, mais au niveau du risque lui-même par l'utilisation du téléphone, est quand même risqué puisque c'est la 4e cause de décès en voiture. Donc ça, c'est important à savoir. Ne pas l'utiliser plus de quelques minutes. Au départ, on a dit 6 minutes, puis 4 minutes. Maintenant, il y en a qui disent 2 minutes. Je ne sais pas ce qu'il faut croire. Je dis simplement que le principe de précaution, en attendant les résultats, éventuellement les résultats définitifs de l'étude Interphone, il vaut mieux peut-être prendre quelques précautions. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, mais peut-être que quelqu'un aura des questions après à poser. Merci Dominique. Hervé Hervé, Antoine est le directeur de la Brette.
et il est en charge de la promotion, de la diffusion des connaissances scientifiques en Bretagne. Donc, bonjour. On voit bien toute la difficulté, effectivement, d'essayer de diffuser des connaissances scientifiques quand le public est convaincu que le scientifique sait. Et l'un des grands problèmes, en fait, dans la science en marche, c'est que, par définition, le scientifique doute. Et c'est pas facile à expliquer au grand public que le doute est une donnée importante de la science. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne sait pas expliquer les phénomènes. Et nous, et si vous avez visité notre exposition dans le camion, vous l'avez constaté, ce que nous souhaitons d'abord, c'est lutter un petit peu contre la magie. Et effectivement, les ondes constituent, c'est quelque chose de mystérieux, on ne les voit pas, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, etc. Et notre premier souci, c'est que ce soit pour les petits ou les grands, c'est essayer de mettre en évidence des phénomènes physiques de manière à essayer déjà d'établir des choses un petit peu à matérialiser en fait les phénomènes. Deuxième objectif que nous avons dans une expo comme celle-là, c'est aussi essayer d'amener les gens, le public en général, et je dis bien petits et grands encore, c'est pas simplement destiné aux élèves des collèges, je crois que le grand public a besoin aussi de réfléchir là-dessus, c'est comment exercer son esprit critique par rapport aux informations qui sont diffusées ici ou là. Et je peux vous dire que c'est pas facile, surtout dans des sujets qui font l'objet de controverses, de débats, d'informations qui partent d'un peu partout, de choses qui sont dites, qui sont vues sur Internet, etc. Elles sont-elles vraies, sont-elles pas vraies, mais qui constituent quand même un savoir ou une connaissance collective. Et je peux vous dire que on a rencontré maintenant 7-8 000 visiteurs sur cette expo depuis qu'on l'a lancée. Et je peux vous dire que l'obscurantisme règne assez massivement. Et les gens sont prêts, petits et grands, à croire tout ce qui circule et surtout à croire tout ce qui fait peur. Et moi qui suis un militant, je le dis clairement ici, du rationalisme, la communication par la peur ne me convainc pas. J'ai toujours justement la peur, la crainte en tout cas, que ces communicants de la peur soient un mauvais présage. Pour moi, la peur, c'est la mère de toutes les dictatures. Et si vous voulez, on pourra aussi débattre un petit peu de ce mode de communication. Je préfère effectivement qu'on essaye d'aller à la source de l'information, d'essayer de ne pas considérer le scientifique comme celui qui sait à tous les coups, hein, de considérer que l'inconnu existe et nos sociétés doivent composer avec des éléments non connus. Voilà un petit peu la mission que nous nous donnons. Merci Hervé. Bon, maintenant, on va essayer de répondre à vos questions. Avant cette étape, je vais vous signaler qu'il y a des caméras, il y a 3 caméras. C'est TV Trigger qui nous filme. Et ce film et les questions comprises seront mises sur leur site TV Trigger. Il y aura une copie de ces films qui seront aussi mises sur le site de l'APAST, www.apastouabret.asso.fr.
OK. Des questions? Oui. Il y a le micro, ouais. Oui. Voilà. Oui, juste une question, ou presque plutôt un petit peu un ressenti. Moi, je ressens un certain malaise, en fait, à l'issue de l'intervention donc du monsieur de Orange. Alors, c'est peut-être parce que je n'ai pas compris. Hein, je veux bien, effectivement, qu'on m'explique. Peut-être parce que je n'ai pas tout bien suivi non plus. Mais j'ai compris en début de séance que le monsieur de Orange lui-même, c'est comme ça que j'ai compris les choses, du moins, laissait entendre qu'il n'allait pas s'engager, se prononcer sur le risque pour la santé concernant la téléphonie d'une façon générale. J'ai peut-être mal compris. Or, après, j'ai peut-être mal compris aussi, j'ai ressenti qu'à chaque fois qu'il a présenté les études, les évolutions, les scientifiques, etc., son discours, tel que moi, subjectivement sans doute je l'ai ressenti, avait tendance justement à rassurer, à minimiser considérablement les interrogations qui pouvaient exister aujourd'hui et qui sont soulevées, comme ça a été dit par la suite par d'autres personnes, au sein de la société d'une façon générale. Moi, je suis très mal à l'aise par rapport à ça. Vous avez vous-même évoqué le fait que, effectivement, on avait confiance dans les scientifiques, mais on sait bien aujourd'hui qu'effectivement, c'est beaucoup plus complexe que cela. Hein, si on fait venir quelqu'un qui dépend de l'industrie du tabac, par exemple, on sait très bien que le discours ne sera pas un discours neutre. On sait très bien qu'il y a des enjeux financiers extrêmement importants. On sait très bien que le lobbying, d'une façon générale, fonctionne très, très fortement à tous les niveaux. Moi, je suis très, très mal à l'aise par rapport à cela. Et j'aurais bien aimé, effectivement, que ce soit un scientifique qui aborde ces questions, mais totalement indépendant d'un groupe, quel qu'il soit. Et donc, moi, je suis content d'avoir entendu M. Baron après, qui a un petit peu pondéré les choses en disant, attention, le débat est extrêmement ouvert aujourd'hui. On a extrêmement peu de recul aujourd'hui. Hein, les jeunes qui se baladent, par exemple, avec le portable, très régulièrement, notamment les garçons, dans la poche des pantalons, près des testicules, par exemple. Moi, je me pose des questions sur le long terme, effectivement. Or, on a peu de recul. Je comprends votre question. Moi, ce que j'ai donné, c'est des éléments factuels. Alors, peut-être que j'ai trop dit que les nouvelles technologies avaient avaient des puissances moindres, mais c'est un fait. Donc, effectivement, je n'ai pas l'impression d'avoir outrepassé ce que j'avais au début. Je n'ai pas abordé les questions biomédicales, je n'ai pas abordé volontairement les questions que vous abordez. Parce que pour moi, la question était pour moi plus de montrer les difficultés techniques à l'évaluation de ces puissances ou l'ensemble des données qui pouvaient intervenir. Bien, bonjour. Je me présente rapidement. Je m'occupe de compatibilité électromagnétique. Donc, c'est un sujet éventuellement connexe au vôtre, à savoir, c'est la compatibilité électromagnétique, c'est la compatibilité des appareils électroniques les uns avec les autres. Donc, je m'intéresse un petit peu à votre sujet. Et il y a un point que je n'ai pas trop compris, c'est j'ai l'impression qu'on rejette a priori les effets d'ondes thermiques. Bon, peut-être que je n'ai pas bien compris, mais... Les effets quoi? Les effets d'ondes thermiques. J'ai l'impression que l'essentiel des travaux qui sont faits relèvent des effets thermiques. Je pense que c'est un point de vue un peu faible, parce que dans ce cas-là, on pourrait éventuellement interdire l'usage du chapeau sur la tête. Parce qu'un chapeau sur la tête, ça va ne faire que réduire l'émission thermique d'une personne. Donc il va y avoir un échauffement de la tête, et donc ça va être gênant. Or, que je sache, depuis des milliers d'années qu'on se couvre la tête, on n'a encore vu aucune influence. Donc je demande si on ne s'égare pas à se focaliser uniquement sur les aspects thermiques, alors qu'on sait pertinemment qu'on a affaire à des effets biologiques, et il y a peut-être d'autres phénomènes qu'on ne connaît pas. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, j'ai un petit peu l'impression que le reste du phénomène, c'est que justement, les personnes ont des réactions différentes les unes des autres par rapport à une variation du milieu. On sait par exemple qu'il y a des phénomènes d'allergie. Et donc je pense que, mais ça c'est mon point de vue personnel, que les problèmes liés aux ondes électromagnétiques sont des phénomènes d'allergie. On sait très bien qu'il y a des personnes qui supportent très bien les piqûres d'abeilles et d'autres qui en meurent. On sait très bien qu'il y a des gens qui supportent les acariens et pas d'autres.
Donc la question, c'est est-ce que les études que vous faites tendent dans le sens des études d'allergologie? Voilà. Alors je vais répondre à la première partie de votre question et je laisserai à mes collègues la deuxième partie. Première partie, non. C'est pas parce qu'on parle du SAR que l'on parle d'effet thermique. En fait, c'est une manière de quantifier l'énergie. On parle du champ électrique, du champ magnétique et de l'énergie. Et à chaque fois que l'on mène ces simulations, que l'on mène ces mesures, on a bien en permanence ces trois valeurs qui sont données aux biologistes. Donc là encore, c'est une manière de lire ma présentation en disant il a parlé du SAR et donc il a parlé des effets thermiques. La seule fois où j'ai parlé des effets thermiques, c'est effectivement à partir des simulations réalisées et les mesures réalisées en température, mais le reste, c'est applicable aux effets thermiques ou aux effets non thermiques. Et la preuve en est, c'est que la contribution que l'on peut avoir, que l'on a pu avoir dans les études interphones ou la contribution qu'on peut avoir sur la mise au point de systèmes d'exposition pour les animaux sont justement très très en dessous de ces effets thermiques, justement pour investiguer existe-t-il ou n'existe-t-il pas ces effets. Mais moi, mon job, c'est pas de décider s'ils existent ou pas, c'est de donner les moyens et donc de bien comprendre leurs problématiques, mais de donner moyens aux biologistes, aux médecins de répondre. Merci Joe. Moi, pour la question d'allergie, j'aurais plutôt utilisé le mot de sensibilité. C'est vrai qu'on est tous égaux en droit, mais en revanche, au niveau de la médecine, il y a des gens qui ont une sensibilité, qui ont des terrains, qui fait certainement, et probablement dans le domaine des ondes électromagnétiques, c'est pareil, ils vont être plus sensibles aux ondes que d'autres. Il y a des gens qui spontanément et subjectivement peut-être disent quand il y a le Wi-Fi qui est allumé, j'ai l'impression que j'ai plus mal à la tête. Je ne sais pas si c'est subjectif, je ne sais pas si... Mais en tous les cas, quand quelqu'un me dit j'ai mal, je dis oui, vous avez mal, même si pour la même stimulation, une autre personne n'aurait pas eu mal. Je suis certain qu'il existe des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Alors peut-être qu'il faudrait être capable de calculer cette sensibilité, de savoir quels sont les gens qui vont pouvoir utiliser peut-être le téléphone sans aucun problème, peut-être d'autres avec plus de problèmes. Mais c'est vrai qu'en médecine, on est tout le temps confronté à ça. Moi, je m'occupe en particulier de la douleur par ma spécialité de rhumatologue, mais c'est évident que quand quelqu'un vient me dire j'ai mal à 5 sur 10 ou 8 sur 10 pour une stimulation pour lesquelles d'autres m'auraient cité 2, je crois celui qui va me dire j'ai 8 sur 10. Mais je sais bien que celui qui va me dire 2 sur 10, il a raison aussi. Donc c'est subjectif. La notion de sensibilité, de susceptibilité, elle existe dans le milieu médical, dans le milieu humain, et c'est pour ça que le métier de médecin est plus difficile qu'un métier, je ne parle pas de scientifique bien sûr, mais quand on fait scientifique, on est tellement rationnel que ça donne des facilités, alors qu'en médecine, on a toujours la subjectivité, la sensibilité qui jouent. Merci Dominique. Oui, on parle vraiment d'hypersensibilité au champ électromagnétique. Bon, il semble que c'est quelque chose qui existe, mais bon, tel que Joe le présente, effectivement, il ne sait pas le calculer. Il ne sait pas calculer cette hypersensibilité au champ électromagnétique. Vous avez tous vu à la télévision certaines émissions là, sur cette hypersensibilité dans les pays du Nord, ou dans les pays en Suède, par exemple, où des gens se colmatent dans des cages de Faraday pour être absolument pour avoir aucun rayonnement électromagnétique sur eux. Parce que dès qu'il y a un champ électromagnétique près d'eux, s'ils ne sont pas protégés, ils le sentent. Donc cette hypersensibilité au champ électromagnétique semble exister. Elle existe, mais pour l'instant, on ne sait pas du tout la quantifier. Je crois qu'il y a une question. Oui. Je veux juste apporter une précision par rapport à la sensibilité. Ayant fait pas mal d'études médicales, je connais assez bien l'effet placebo. Et je vais prendre un exemple. Les anti-inflammatoires sont supposés donner des gastralgies, des douleurs au niveau de l'estomac, on le sait tous. Quand vous allez demander à un patient et vous allez lui donner le médicament, soit en placebo, soit actif, c'est-à-dire un anti-inflammatoire, le patient, je ne sais pas pourquoi, a priori, il pense qu'il a l'anti-inflammatoire. Et quand
on va lui demander est-ce qu'il a des gastralgies. En gros, 20% des cas, dans le groupe placebo, il va avoir des gastralgies avec un bonbon, avec un morceau de poudre de perlimpinpin, et dans 27% dans le groupe traité par des anti-inflammatoires. Donc il n'y a que 7% de différence entre le groupe traité par des vrais anti-inflammatoires et le groupe traité par des placebos d'anti-inflammatoires. Et quand vous faites des endoscopies, ça va très loin, les ulcères engendrés par le produit anti-inflammatoire lui-même va donner un certain type d'ulcère avec le pH qui va être normal, c'est-à-dire pas très acide, alors que celui qui va avoir un ulcère avec le placebo, c'est un ulcère de stress. Et c'est un ulcère de stress qui est donc très très acide avec un pH qui est proche de 1. Donc vous voyez comme c'est étonnant. Je crois qu'il y a une question là, oui. Un complément à la précédente question, c'est pas par rapport aux allergies, c'est par rapport au fonctionnement du cerveau. Fonctionnement neurologique du cerveau. Quelle est la question? Ouais, l'effet des ondes électromagnétiques sur le fonctionnement neurologique du cerveau. Alors c'est vrai que dans un organisme humain, en particulier dans un cerveau comme partout, il y a des capteurs. Et ces capteurs, ils vont transmettre l'information, quel que soit l'endroit du cerveau, de l'organisme d'ailleurs. Il y a des capteurs pour la douleur, des capteurs pour la pression, des capteurs un peu partout. Et ces capteurs, une fois qu'ils vont avoir capté le message, ça peut être un message douloureux, ça peut être une piqûre, ça peut être une brûlure, ça peut être une coupure, il peut y avoir plein de capteurs différents. Ce capteur va transmettre cette information sous la forme d'un courant, une sorte de courant électrique. Et il va arriver à des synapses, ça va se transformer en molécules et ça va repartir avec des courants électriques. Donc c'est évident qu'à partir du moment où il y a des petits courants électriques, des courants induits de l'ordre de quelques millivolts, c'est ce qu'on fait quand on fait un électrocardiogramme. On va voir qu'il y a un voltage, c'est ce voltage qu'on va prendre. À partir de ce moment-là, effectivement, notre corps lui-même émet des ondes électromagnétiques à un petit niveau, mais il émet lui-même des ondes électromagnétiques. Et comme le disait tout à l'heure Joe Villard, les ondes électromagnétiques, il y en a partout dans notre environnement naturel. Donc le cerveau fonctionne aussi comme ça. C'est aussi un fonctionnement avec un peu d'électromagnétisme par le courant électrique. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas la réponse à la question que j'attends. Alors effectivement, je pense que vous faites allusion à des études qui ont été menées sur l'impact de l'utilisation d'un téléphone sur l'électroencéphalogramme, par exemple, ou sur le sommeil. Effectivement, vous avez raison, il y a des études qui montrent qu'il y a une modification légère, mais une modification de l'électroencéphalogramme. On ne sait pas trop est-ce que c'est un élément réel ou pas, et surtout on sait pas, on sait pas. Les gens qui ont mené ces études savent pas si c'est quelque chose qui a un impact physiologique ou pas, enfin sanitaire ou pas. Enfin c'est un vrai débat. C'est quelque chose qu'on observe, qui est à peu près de la même grandeur que j'ouvre et je ferme les yeux. Mais donc vous avez raison, il y a une interaction. Le problème étant qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à aller plus loin qu'une simple observation de ces effets sans... Il n'y a aucun effet sanitaire qui a été relié à ça, en tout cas de ce que j'ai lu, quoi. Autre question? Oui. Oui, donc moi, dans la démarche que suit Joe Villard de dire moi je suis spécialiste des ondes, je fais des études de propagation d'ondes dans des milieux qui ressemblent, qui s'attachent à ressembler plus au corps humain. Je fabrique des résultats et je le donne à la médecine. Ça me va bien dans la démarche pour dissocier, je dirais, la partie télécom de la partie médecine et recherche de cause à effet sur l'ADI connu. La question que j'avais envie de poser, c'est, alors je ne sais pas si je la pose à Joe Viard ou au docteur Baron, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer aussi l'étude dans l'autre sens? Parce que là, on fait des expériences pour voir ce que ça donne sur des choses qui ressemblent au corps humain. Et puis après, on dit, tiens, est-ce qu'on observe ça en maladie? Est-ce que la démarche ne pourrait pas être faite dans l'autre sens en disant, voilà, j'ai des cancers ou des choses, des pathologies, sans aller jusqu'au cancer, des pathologies connues sur lesquelles je n'ai pas d'explication.
Et est-ce que je rechercherais la causalité dans l'autre sens? Est-ce que ça aura un sens? Est-ce qu'on apprendrait les choses? En fait, ça va déjà dans les deux sens. Hein. Quand on regarde les études épidémiologiques, il n'y a pas. Quand on regarde les études animales aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments qui penchent plutôt vers une piste ou une autre, quoi. Quand on regarde les mécanismes, il n'y a aucune étude qui ne met en évidence un mécanisme. Donc on est bien obligé de partir des études épidémiologiques pour se poser des questions. Et donc c'est bien dans le sens sanitaire vers les modèles. Et de l'autre côté, pour essayer de répondre à la question des mécanismes, il y a des gens qui, aux États-Unis, ont essayé de construire un système qui soit très très sensible pour détecter des non-linéarités. Donc l'idée étant, si un système biologique est capable de démoduler une onde, il va réémettre quelque chose. Et donc je vais construire un système qui soit capable de mesurer des harmoniques. Donc vous voyez, ça va un peu dans les deux sens. Hein. Ouais, c'était juste pour exprimer aussi l'idée que peut-être on a les données aujourd'hui, mais en fait la recherche sur les causalités ou sur les réseaux causaux, au sens mathématique du terme, elle est encore très pauvre, et qu'il y a aussi probablement cette facette à regarder, parce que peut-être les données on les a, mais qu'on n'arrive pas à les faire parler. Pas mal de travaux qui se mènent sur de l'in vitro, justement sur des puces ADN & Co. C'est pas... Sur les réseaux causaux, là, il y a eu un challenge l'année passée à une grande conférence où on montre que finalement la recherche en réseaux causaux, elle est assez pauvre en ce moment, et que peut-être là il y a des gros efforts à faire qui permettraient d'avoir une troisième partie qui rentrerait dans le jeu, qui apporterait beaucoup de connaissances. Mais d'une manière générale, moi je pense qu'on est dans un domaine où l'analyse des interactions ondes-personnes est pilotée, on peut le comprendre, essentiellement par des aspects gestion sanitaire. Il serait intéressant aussi qu'au niveau fondamental et au niveau de l'ANR, il y ait plus de moyens de données sur la compréhension des mécanismes de base. La Fondation a pour objectif d'apporter des éléments de réponse en favorisant la recherche dans ce domaine, et je pense que c'est réellement un gros effort de fond, et je pense que ce que vous proposez, ça va un peu dans ce sens, quoi. Autre question? Oui. Oui, merci. J'ai une question au sujet des études. Vous parliez tout à l'heure d'une entité, d'une instance qui choisissait, qui sélectionnait les sujets d'études. Ma question est plus autour de ceux qui financent ces études. Je voulais savoir si, par exemple, des ONG souscrivaient à ce genre d'études, peut-être en les finançant. Ça, c'est vraiment une question. Je parlais d'obscurantisme tout à l'heure. Je pense que c'est bien de savoir que derrière ces financements, il y a d'autres sensibilités que des sensibilités politiques ou industrielles. Donc voilà, c'est ma question. Y a-t-il de ces sensibilités-là derrière ces études? Aujourd'hui, je vais essayer de répondre éventuellement, si je peux. Oui, je vais essayer d'y répondre. Ceux qui financent des recherches, c'est ceux qui ont de l'argent. OK? Ça, c'est une première chose. Autre chose, pour qu'il y ait un besoin de recherche, il faut qu'il y ait une demande. Or, les demandes viennent essentiellement de gens qui ont peur, qui pensent avoir un effet sanitaire, etc. etc. Pour prendre l'exemple de la Fondation Santé Radiofréquence, elle a été créée par des parlementaires. Les parlementaires, dans un organisme qui s'appelle l'OPEX, j'ai plus de mémoire, l'Office de prévention, l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Bon, c'est un groupe de parlementaires qui est composé de sénateurs et de députés. Ces parlementaires étaient soucieux, effectivement, des interrogations du public, et notamment du public qui se disait, mais il y a le fait d'utiliser la téléphonie mobile, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Ces ondes, l'analogie avec le micro-ondes n'était pas tout à fait... Elle vient de là, en fait. Hein. Les micro-ondes, ça chauffe, donc les antennes là, que l'on met là, auprès de chez nous, ça doit chauffer. Donc le téléphone que l'on nous donne, ça chauffe.
Donc, si ça chauffe, c'est qu'il y a un danger quelque part. Et l'autre point, c'est que ces antennes que l'on mettait, on ne demandait pas l'avis du public. On les mettait ici, là, là, là. Et puis, bon, les riverains se sont posés des questions. Ils ont été voir leurs députés, leurs sénateurs, etc., etc. Et d'où ces réunions de l'OPEX, d'où cette décision de l'OPEX. Il faut créer un organisme de recherche indépendant pour financer des recherches que nous choisirons suite à des appels d'offres, et l'appel d'offres étant écrit par un comité scientifique indépendant. Voilà, typiquement, c'est ça. Alors, vous parlez de l'argent. Qui c'est qui a de l'argent en France? Ce ne sont pas les ONG. L'argent, c'est l'État. L'argent, ce sont les industriels. Ce sont eux qui ont de l'argent. Donc, les financements, ils viennent de l'État, des industriels, etc. Dans le cadre de la fondation, il y a eu une décision de création de cette fondation avec un budget préétabli. Il y a une somme d'argent qui a été mise au départ. Moitié pour l'État, moitié pour les industriels, au départ. La fondation a disposé de cet argent, quelles que soient les recherches qui ont été faites à la suite. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, les choix des recherches, les évaluations des recherches, les diffusions des connaissances des recherches sont faites par un comité scientifique composé de 15 personnes indépendantes. Ce sont tous des universitaires ou du CNRS ou de l'INSERM. OK. Alors, j'ai un complément. Je pense que je n'ai pas été suffisamment précis. Je pense que les ONG, effectivement, sinon ça se saurait, elles n'ont pas de gros moyens. Néanmoins, participer, c'est avoir le droit de regard. Oui. Donc ma question, c'était participe-t-elle? Oui. Voilà. OK. Bon, je ne suis plus je parle pas au nom de la Fondation ici. Je parle de ce que je connais un peu de son fonctionnement. Dans le conseil scientifique, je ne pense pas qu'il y ait des membres d'ONG. Je ne pense pas. Par contre, la Fondation a créé une instance de dialogue à côté, qui est composée de représentants du conseil scientifique de la Fondation et de représentants de toutes les associations souhaitant participer au dialogue avec la Fondation. OK. Que je sache, il y a 3-4 réunions de cette instance de dialogue par an, toutes les années. Ça se bagarre, bon, ce qui est normal. Notamment, peut-être Hervé pourrait en parler, notamment quand l'exposition itinérante a été montée. Certaines associations étaient absolument contre cette exposition. C'est tout. Vous abordez un sujet qui me semble extrêmement important aujourd'hui. Alors d'abord, je vais peut-être effectivement commencer par un témoignage. Évidemment, pour monter cette exposition, nous avons travaillé avec cette fondation et je peux vous dire que les débats ont été un peu chauds de temps en temps. On n'avait pas forcément les mêmes points de vue dans la vulgarisation, les modes de vulgarisation. On n'avait pas forcément non plus les mêmes avis concernant les mises en scène nécessaires pour que le public pose des questions. Nous pensons que la science ne doit pas se présenter, je l'ai dit tout à l'heure, comme voilà la parole des savants, de ceux qui savent, et céder, croyez à la parole des savants. C'est quelque chose qui nous est complètement étranger. Nous pensons nécessaire qu'il y ait, et c'est pour ça aussi que nous faisons la fête de la science, le village des sciences que vous avez peut-être vu à Lannion ou à Brest ou ailleurs, a exactement le même objectif, à savoir faire se rencontrer le public, tous les publics, directement avec les chercheurs et sans forcément médiateurs et gens de mise en scène
Parce que le médiateur, c'est souvent un écran, hein, un écran télé, on se cogne dedans. On ne rencontre pas, hein, les gens. Donc, ce lien entre le monde de la recherche, la science et la société nous paraît essentiel. Dans l'expérience que nous avons eue avec la Fondation, les débats, il a fallu les avoir, ça a provoqué quand même quelques retards, etc. Mais à la réflexion, il y a effectivement des points de vue qui se sont exprimés, des points de vue de scientifiques, des points de vue d'opérateurs, des points de vue de constructeurs de matériel, des points de vue d'associations. J'ai eu quelques, je n'ai pas à le cacher, quelques pressions à gérer, notamment d'associations qui n'étaient pas d'accord sur notre approche et qui auraient bien voulu, en fait, que on prenne un drapeau et on aille à la bagarre avec le drapeau. Et des gens qui m'ont dit, oui, t'as pas honte, tu travailles avec les opérateurs, les représentants d'eux, etc. Et en fait, à la réflexion, d'abord, on va se poser une question, qu'est-ce que c'est que l'information objective, qui, plus qu'une association, une organisation ou un scientifique ou un opérateur a raison, je ne sais pas, je ne sais pas le faire. Par contre, ce que j'ai constaté dans cette dynamique-là, c'est que la Fondation était un lieu d'échange et de débat. Et il y a l'un des industriels qui m'a dit, en sortant d'un conseil d'administration auquel j'ai participé, qui m'a dit, la Fondation, c'est le seul endroit où moi, industriel, j'arrive à rencontrer le panel le plus large d'avis. Alors bon, des avis de scientifiques, des avis de consommateurs, etc. Et je me dis, c'est certainement là la meilleure source. C'est pas opposer les pour et les contre, et j'ai la conviction. Alors en France, malheureusement, ce genre de fondation est rarissime, en fait, ça commence. Dans d'autres pays qui ont une culture différente du consensus, de la recherche du consensus, je pense aux pays du Nord, ce type de fondation existe. Je peux témoigner qu'avec la Fondation Radiofréquence et Santé, on a vraiment abordé des sujets difficiles. Ils ont tous été abordés. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait sur d'autres sujets, alors il y en a plein, hein, ce type de mécanique pour que s'exprime, non pas un consensus, que les choses s'expriment, que les choses soient dites, que les associations aient des moyens pour porter des paroles. Mais le jeu n'est pas de dire on organise la guerre, hein, c'est pas l'un contre l'autre, c'est comment on va chercher des modes de gestion de ces sujets qui sont des sujets, alors voilà, à controverse, mais parce que, moi c'est ma conviction, et quand je vous écoute, ça me renforce, c'est qu'on ne sait pas tout, il faut qu'on continue à chercher, on est dans un sujet où il y a beaucoup d'inconnus, et ces inconnus-là, les chercheurs doivent les partager avec la société. Et c'est pas simplement, si on a ces problèmes-là, tout le monde pense aussi à quoi? À Tchernobyl. Qui a cru que ça s'était arrêté à la ligne bleue des Vosges? Bon, pourtant, on a essayé effectivement de nous le faire avaler. Et aujourd'hui, le résultat, on le paye, c'est qu'effectivement, le grand public doute de la parole de la science. Oui, il a certainement raison. De l'autre manière, et pourquoi on en arrive là? On en arrive là parce qu'il faut aussi le dire, et c'est pour ça que ce genre de discussion est important entre science et société. C'est qu'il y a effectivement des scientifiques, c'est pas tous, ils sont pas tous pareils, ils n'ont pas tous les mêmes avis, les mêmes positionnements politiques, les mêmes regards de la société. Mais il est vrai que longtemps, il y a eu des scientifiques, ça date dans les années 20, les mouvements planistes, etc., qui, parce qu'ils avaient la conviction qu'ils savaient,
ils avaient un droit de décider. Et ça, on l'a payé et on le paye encore. C'est pas parce qu'on sait qu'on a le droit de vider la mer d'Aral. Science, ingénieur, sans démocratie, ça fait vider la mer d'Aral en moins d'une génération. Donc, il faut absolument que des lieux d'échange entre le public et la science se développent, et c'est certainement la meilleure manière pour éviter, alors ce que je disais tout à l'heure, la diffusion massive et j'allais dire même des stratégies obscurantistes visant en fait à tromper le public, à l'amener sur des terrains absolument irrationnels, absolument. Il y a, hein, alors pensez aux créationnistes aussi, enfin, il y a tout un tas de mouvements aujourd'hui qui visent à manipuler le public simplement par la peur. Moi, ça me fait très peur. Ça, vraiment, c'est un phénomène important de nos sociétés aujourd'hui, et nous avons tout intérêt à créer en fait ces lieux de communication et d'échange entre science et société. Et les ONG ont un rôle déterminant dans cette affaire-là. Mais ce n'est pas simplement gérer le conflit, enfin, faire l'opposition. C'est comment collectivement la société peut trouver des solutions. Merci Hervé. Oui, il est 8h20, donc s'il y a quelques questions, mais questions rapides, s'il vous plaît. Oui, là, Georges. C'est pas vraiment une question, c'est éventuellement un rappel, à savoir que les effets des ondes électromagnétiques par rapport à la santé humaine n'ont pas été posés uniquement depuis l'avènement du téléphone portable. On a des ondes électromagnétiques très puissantes qui ont été émises auprès des émetteurs grandes ondes. Les opérateurs s'en sont pas mal trouvés. Et pendant des dizaines d'années, on a regardé la télévision, on a utilisé des moniteurs informatiques qui sont des émetteurs très puissants d'ondes magnétiques, sans, à ma connaissance, d'incidence négative. Donc, on a déjà une expérience cumulée sur un grand nombre de fréquences, un grand nombre de formes d'ondes qui n'ont pas révélé de problème particulier. Et s'il y a l'intention du docteur Dominique Baron, que je sache, on utilise des ondes électromagnétiques pour soigner. Justement, dans le prolongement de ce que faisait Darsonval, on utilise les techniques de la diathermie pour soigner des articulations. Et que je sache, il n'y a pas eu d'effet secondaire. Donc, diaboliser les ondes électromagnétiques, c'est un peu court, hein, parfois. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Dans les ondes électromagnétiques, il y a du yin et du yang. Il y a du bien et du mal. Voilà. C'est un outil pour les médecins. Bon, on sait très bien, effectivement, chez les kinés, là, on voit des sources d'ondes électromagnétiques pour les genoux, etc. Bon, donc, ce sont des outils pour guérir. D'autre part, effectivement, des faisceaux d'ondes électromagnétiques de forte puissance, on sait que ça existait depuis très longtemps, effectivement. Mais la télévision, personne n'a rien dit pour la télévision. Bah non. Tout le monde était très content d'avoir son téléviseur chez soi. Voilà. Et comme je l'ai dit en entrée, la source la plus puissante d'ondes électromagnétiques que l'on dispose, c'est le soleil. Ouais. Si on n'avait pas de soleil... 700 volts par mètre. On ne vivrait plus. Une question encore ? Je vais aller un peu dans le sens de tout le monde. Là, je suis un ancien des télécoms, mais j'ai fait du radar, je connais bien la radioélectricité. Donc j'ai vu les émetteurs de 500 kW plutôt de RFI. Donc effectivement, ça chauffe un peu, il y a un champ électrique fort, mais le personnel se porte bien. J'ai fait du radar à l'armée, il y avait 500 kW de crête. Je suis passé une fois dans le faisceau, comme traversé par des milliers d'épingles. Mais autour de pas de Brest, là, il y a un radar de la navigation aérienne civile et militaire. Les gens ne se plaignent pas. Pour les émetteurs de télévision de l'ordre de 20 ou 50 kW en analogique, les gens ne se plaignaient pas. Tout le monde était très content d'avoir la télévision. Actuellement, les gens sont focalisés sur les tours relais pour le radiotéléphone, alors qu'on utilise les émetteurs depuis très longtemps, hein, dans beaucoup de domaines, hein, avec des puissances beaucoup plus importantes. Mais, oui, juste rapidement. Je vais répondre vite ce coup-là. Mais oui, alors c'est peut-être un constat, mais je crois qu'il faut ne dénions. Enfin, nous, ce qu'on constate quand même sur cette exposition, c'est qu'il y a une crainte. Les gens expriment une crainte, et moi, je vais abonder dans le sens du médecin. À partir du moment où on m'exprime une crainte, je dis il y a quelque chose. Alors, il y a effectivement l'influence de certains
groupe de pression, etc., etc. Mais on doit aussi absolument répondre à ces craintes. Et la réponse, elle n'est pas forcément « oui, ben moi j'ai travaillé dedans et j'ai rien, etc. » Ça ressemble quand même quelquefois au discours qu'il y a eu autour des technologies du nucléaire, où on a dit c'est pas dangereux, ça guérit. Souvenons-nous de Plancoët, elle était vendue comment? C'était l'eau, dans les années 50, l'eau la plus radioactive de France. La preuve, ça faisait du bien à la santé. Donc, bon, je crois qu'il faut toujours, à mon sens, être prudent par rapport à des assertions comme les vôtres. Mais ça relativise aussi. Alors, c'est le problème qu'on a communiqué aussi au public. Quand on voit des titres dans les journaux, une étude démontre qu'on peut avoir 2 fois plus de chances de cancer qu'on avait pensé. Sur des bases, vous les avez données, c'était quoi le chiffre? 1,3 sur... Bon. Et la lecture qu'en fait le public, c'est de dire j'ai 2 fois plus de chances d'avoir le cancer. Et l'un des problèmes sur lesquels on doit collectivement travailler, c'est comment, quand je dis esprit critique, pour moi c'est ça, comment on fait une éducation de manière à ce que les gens remettent ça dans des échelles. Hein, et qu'effectivement, quand on multiplie un risque par 1,4 et que ce risque concerne un cas sur 250 000, bon, voilà, les gens, le titre du journal ou le titre de la presse indique bien d'autre chose. La peur est à votre porte, le risque est à votre porte. C'est pas bon, mais à mon sens, c'est pas bon non plus que de l'autre côté, des gens disent « moi j'ai travaillé pendant je ne sais combien de temps dans l'amiante, ça m'a jamais rien fait ». Bon, 30 ans après, on voit. Dans le même ordre d'idée, moi je me pose la question, pourquoi la France a-t-elle des normes aussi élevées que ça? Il y a d'autres pays européens qui ont des normes beaucoup plus basses que ça. Non, monsieur. Là, vous confondez beaucoup de choses. La norme française de 41 vols par mètre pour les champs. Elle suit les directives européennes. Okay, les directives européennes, c'est en 1999, 41 vols par mètre pour le 900 MHz. La France, donc sa recommandation, c'est 41 vols par mètre en 2002. Les normes européennes, elle est basée sur les travaux de l'ICNIRP, on vous l'a montré. Et tous les ans, le groupe de travail de l'ICNIRP reprend ces données à partir des nouvelles recherches qui ont été faites. Et la norme a été maintenue. Alors, il y a certains pays, effectivement, qui ont abaissé, parce que l'Europe donne une indication, et les États font une recommandation en fonction de ça. Effectivement, l'Italie doit être à 20 vols par mètre, je crois à peu près, un peu plus bas. Et certaines régions, en Autriche, Salzbourg, je vois, c'est beaucoup moins. Mais en moyenne, bon, je crois que la norme, c'est une indication. Mais de toute façon, vous n'avez jamais été à dessous 41 vols par mètre, je suis sûr. Non, moi, ce qui m'étonne, c'est que la France ait des normes aussi élevées que ça. Mais la France a les mêmes normes qu'en Angleterre, qu'aux États-Unis, qu'au Canada, qu'au Brésil, pas qu'en Italie, en Hollande, en Belgique, en Suède, en Norvège, etc., etc., etc. Ah bon? Les mêmes normes. Ah bon? Oui. Je m'abuse moi-même. Comment? Je m'abuse moi-même. Ben, si vous voulez, ben, je peux vous envoyer, donnez-moi vos références, et puis je vous enverrai le tableau correspondant. Et bon, je crois qu'on va terminer là. Mais je vous remercie de votre attention, d'être resté jusqu'à... Il est 20h30 quand même. Et bravo à Jean Rivière et puis à nos collègues. Merci beaucoup.